Alors, très bien. Salut à tous les gens qui viennent d'arriver dans le space. Chloé, normalement, tu as la parole. Vérifie. Et Julien également. Bonsoir Ludovic, bonsoir Irène, bonsoir aux amis de Guillaume Fay, bonsoir à Tristan, bonsoir à Yann, bonsoir à Le Yénal et à Excelor, pardon. Alors, Chloé, apparemment. Je vais recommencer pour Julien. Là, ton micro est muté, Chloé. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Parfaitement bien. Parfait. Et Julien également. Bonsoir Tim, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Timothée, bonsoir Chloé. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous avez des voix magnifiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes ruiné en micro ou vous avez travaillé votre voix tout le week-end? Vraiment pas en ce qui me concerne. Hein. La voix du dimanche soir, du mec qui reprend demain, mais c'est gentil, c'est flatteur, merci. Oui. Non, en tout cas, la voix est parfaite. Hein. J'espère que dans le chat, vous nous entendez bien aussi. Bon, bonsoir Irène. Voilà, bah écoutez, je suis très content de vous retrouver. La semaine dernière, nous n'avons pas fait de grands regains blancs et je pense que ça s'est senti. La semaine était moins bonne. J'ai senti que l'énergie globale hein, dans ce monde était moins, la vibration, je dirais, était moins puissante. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais les ondes de Gaïa étaient moins fortes. Moi, j'ai trouvé, hein, personnellement. Oui, bah, je suis assez d'accord pour ma part. Hein. Moi, je croulais un petit peu sous les impératifs divers et variés. J'étais un peu malade, etc. Enfin, ouais, c'était pas le meilleur mood, quoi. Ah bah, ce soir, c'est mon tour d'être malade, donc j'espère que je vais rien vous refiler. Oh, bah, à distance, il y a peu de chance, encore que. Bon, et bah, très bien, je crois que on va pouvoir commencer. Vous m'avez l'air en forme. Donc, c'est parti pour le grand regain blanc. Alors, l'émission de ce soir a pour thème Peut-on sauver les lecteurs français? Il s'agit d'un thème un petit peu à part parce que d'habitude, on rouspète contre nos dirigeants et ce soir, on va un petit peu regarder du côté des votants pour voir un peu quelle est leur part de responsabilité éventuelle et quel message on pourrait leur délivrer. Alors avant de commencer l'émission, évidemment, je vais me tourner vers notre sponsor pour les remercier puisque cette émission est sponsorisée par les kebabs Le Grand Staphylocoque. Lauréat, je le rappelle, du Grand Prix Charbon Actif 2025, ruban bleu 2024 des contaminations croisées, et vainqueur du challenge Main presque propre. Donc on les remercie à distance et avec beaucoup de précautions. Voilà, donc les amis, on est dans un contexte que je vais rappeler depuis environ, allez, 50 ans à peu près. Notre pays connaît une invasion qui se voit, je crois en tout cas. On a eu des gens qui se sont présentés pour proposer des solutions, des mains tendues. Alors, on a beaucoup critiqué nos politiques, c'est même un jeu en France, hein, c'est un art pratiquement de caricaturer les politiques, de voir en eux des pourris, des gens qui se servent, et certes, ils ne sont pas parfaits, mais bon, tout de même, il y a quand même eu des gens qui ont mouillé le maillot pour tenter un petit peu de proposer le moins pire hein, depuis 74. On va partir de là. Bah, tiens, c'est pas seulement ma date de naissance, c'est aussi, je crois, la première fois que Le Pen, père, s'est présenté aux élections. Il a fait 0,75%. Et il y a tout un contexte. Depuis des années, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais depuis des années, on entend les gens dire ça va péter, c'est pas possible que ça continue, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Bon. Et puis rien ne se passe. Alors, je fais un bref rappel du contexte
en 79, il y a eu un premier attentat islamiste dont personne ne se souvient peut-être. C'était un attentat au siège du RPR à Paris. C'était pas vraiment politique, c'était très original. Un attentat islamiste revendiqué par le Fatah pour des histoires de anti-sionistes et anti-occidentales. Donc ça a un peu ouvert le bal. En 82, il y a eu un attentat rue des Rosiers, en 83, TGV de Marseille, en 83 à nouveau, aéroport de Marignane. Après, il y a eu l'attentat de la galerie du Claridge à Paris, des séries d'attentats un peu partout. RERB, Toulouse, Montauban, Charlie Hebdo, Montrouge, prise d'otage de l'hypercachère, attentat du Thalys, du 13 novembre, à Saint-Denis, à Magnanville, à Nice, le Péramel, les Champs-Élysées, attaque de Trèbes, le Super U de Trèbes dans l'Aude, attaque de la préfecture de police de Paris, de Romans-sur-Isère, de Samuel Paty, la basilique de Notre-Dame à Nice. Pardon, la basilique Notre-Dame à Nice. Des attaques au couteau, en veux-tu, en voilà. Bref. Un contexte normalement assez alarmant dans lequel eh bien, les gens se disent eh bien, ça va péter, ça va péter. On a Bouli qui dit tout le monde sait. Bon, voilà. Il y a un contexte où normalement il aurait dû se passer des choses. Il y avait des mains tendues, il y avait des responsables politiques qui annonçaient des choses. Et le peuple, ce bon peuple, vers lequel on se tourne toujours pour légitimer le pouvoir, pour savoir quelle direction prendre, apparemment ne sait pas du tout quelle direction il faut prendre. D'où la question, peut-on sauver le peuple français, lui faire entendre raison, euh, lui faire comprendre la situation d'urgence dans laquelle il se trouve? Je citerai comme dernier exemple un livre de Daniel Conversano, dont on lira peut-être un tweet qui date d'aujourd'hui, intitulé Désolé Jean-Pierre, dans lequel il se demande comment réveiller le peuple français et il se dit peut-être faudrait-il toucher à ce qu'ils ont de plus cher, leur présentateur préféré, Jean-Pierre Pernaut. Il a écrit un roman là-dessus. Et avec en question, en filigrane, comment sauver le peuple français? Je me tourne vers vous, Chloé, Julien. Est-ce qu'on peut le sauver, ce peuple français? Qui veut commencer? Chloé, peut-être? On peut essayer. Est-ce qu'on peut sauver le peuple français? Oui, mais probablement pas tout le monde, soyons réalistes. Tu viens de citer une litanie d'événements qui sont particulièrement atroces et qui tendent à s'accélérer. Plus le temps passe et moins on a de temps, quelque part, pour se préparer à ce qui risque de se produire. Et donc, ça diminue d'autant nos chances d'embarquer tout le monde avec nous. Donc, soyons réalistes. Néanmoins, je me refuse à croire que le peuple français soit perdu. On s'est quand même remis d'un certain nombre de catastrophes historiques et aujourd'hui on fait face à quelques obstacles qui sont certes lourds, des obstacles au sens obstacles à notre prise de conscience à grande échelle. On pourrait parler de l'éducation nationale, on pourrait parler du matraquage médiatique, on pourrait parler de nos politiques, mais ce ne sont pas non plus des obstacles insurmontables. Et c'est peut-être aussi à nous de proposer des choses, de faire parfois un effort de pédagogie avec nos amis, avec nos voisins. Bon, pas tout le monde, encore une fois, il y a des cas totalement perdus, mais de répandre la bonne parole et de proposer nos solutions. Qu'est-ce que t'en dis, Julien? Alors, je suis globalement d'accord, Chloé, avec ton diagnostic. Euh, je ne sais plus qui a dit ça, mais je suis tout à fait d'accord avec cette citation. J'ai honte de mon amnésie, mais là où croit le péril, croit aussi ce qu'il sauve. Et je pense que cette invasion migratoire de plus en plus prégnante, avec toutes les conséquences sécuritaires, notamment visuelles, culturelles, économiques, qu'elle engendre, pousse un nombre croissant de Français, on va dire, dans nos bras, dans ceux de la droite nationale, identitaire, des patriotes. On appelle ça comme on veut. Et j'en veux pour preuve un seul petit exemple. Quand je suis né en 1998, il n'y avait qu'un seul député du Front National, c'était Jean-Marie Le Chevalier, le maire de Toulon. Et 2 semaines plus tard, alors c'était même pas lui, mais son épouse a perdu une législative partielle face à la candidate socialiste. Donc voilà, c'est quand même tout un symbole. Bon, en plus, il a quitté le FN un an après, mais ça, c'est encore autre chose. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec quelque chose comme 130 députés
RN ou apparentés au Parlement, alors que le nombre de sièges parlementaires, lui, n'a pas augmenté. On est resté à 577. On a 3 sénateurs plus l'excellent Stéphane Ravier. Donc moi, je pense que d'un point de vue purement électoraliste, si je puis dire, les choses avancent très doucement, mais tout de même assez sûrement. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, tout de suite, en vous écoutant, j'ai envie de vous poser une question qui me brûle les lèvres. Vous avez répondu à la question électorale, d'un point de vue électoral. Moi, j'ai envie de vous mettre face à un petit défi. Qu'est-ce que sauver le peuple français? C'est-à-dire, si on répond par l'affirmative, alors moi, je serais un peu plus pessimiste que vous, mais avant toute chose, avant de dire oui, on peut, peut-être, peut-être pas, ou non, on ne peut pas, c'est foutu, qu'est-ce qu'on appelle sauver le peuple français? Vous avez pour l'instant évoqué le vote. C'est-à-dire, en gros, le vote serait l'indice que le peuple français a compris la situation d'urgence. Est-ce que, est-ce que le vote est suffisant pour estimer que les Français sont sauvés? Et comment définiriez-vous ce verbe sauver? Je peux répondre après vous ou répondre avant, mais si vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, surtout, n'hésitez pas, parce que c'est finalement le plus crucial, c'est de définir ce qu'on appelle sauver. Le vote ne suffira pas en l'occurrence, et on ne peut pas faire le bien des gens malgré eux, ça c'est un réflexe de communiste. Pour moi, la partie du sauvetage, ce serait surtout la connaissance, c'est-à-dire plutôt donner les moyens au peuple français de se sauver lui-même. Et le premier des moyens, c'est quand même la connaissance, la vérité. Lorsqu'on connaît son ennemi, qu'on est conscient de son existence et quand il a la gentillesse de nous dévoiler ses projets envers nous, il suffit en général de l'écouter pour savoir comment se défendre et s'en sortir. Donc pour moi, l'aspect sauvetage repose surtout sur le combat pour la vérité, si je peux utiliser une formule un peu grandiloquente. Ah, très bien, je trouve ça pertinent. Julien, qu'est-ce que tu appellerais sauver, toi? Oui, tout à fait. Bah, je me permets quand même de prendre un peu la balle de Chloé au bon. Et il n'y a pas de démocratie sans démopédie. Il faut une grande, alors ça fait un peu communiste comme formule, mais bon, une grande conscientisation, si je puis dire, des masses, quoi. On ne peut pas sauver les gens contre eux-mêmes, mais on peut leur permettre de comprendre ce qui peut les sauver et faire en sorte, parce que c'est ça sauver, qu'ils ne subissent plus toutes ces horreurs, toutes ces aberrations à divers degrés qu'ils doivent se coltiner au quotidien pendant des années et des années. Voilà. Je pense aujourd'hui, vu l'état de la situation en France et plus largement en Europe de l'Ouest, mais même en Europe de l'Est, mais déjà en Occident, que, comment dirais-je, le salut, le sauvetage a quelque chose de révolutionnaire maintenant. Enfin, je veux dire, il ne s'agit plus de simplement réformer. On est allé beaucoup trop loin dans ce qui n'allait pas. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que, comment dire, sauver le peuple, ça implique de libérer son sentiment profond? Parce que moi, si je dois répondre à cette question, euh, sauver le peuple, en quoi ça consiste? Je vais vous donner une ébauche de définition, une ébauche de réponse. Il paraît que les gens en ont marre, qu'ils retiennent leurs mots parce qu'ils ont compris en gros qu'il fallait se taire, que le pouvoir allait taper très fort, si la parole se libérait. Mais le problème, c'est qu'il faut, vous savez, on dit souvent, il faut oser voir ce que l'on voit. Oui, bah, il faut aussi oser penser ce que l'on pense et ressentir ce que l'on ressent. J'ai l'impression que le peuple est bloqué au niveau des sensations et que pour se sauver, il faudrait déjà qu'il commence à éprouver les sensations adéquates ou les sentiments adéquats. Or là, pour l'instant, on interdit, la République interdit de ressentir de l'aversion pour ce qui est détestable. Voilà, le niveau d'insécurité maximum, par exemple, est un bon exemple de ce qui est détestable. Eh bien, il est interdit de ressentir une forte aversion pour ce sentiment, pour cette insécurité. On appelle ça d'ailleurs la haine. C'est le mot pour dire il est interdit d'avoir de l'aversion pour ce qui est détestable. Là, vous devez être neutre. C'est une sorte de bouddhisme républicain. Face à ce qui est totalement intolérable, vous devez cultiver une neutralité d'âme, une égalité d'humeur. Alors, les bouddhistes, d'ailleurs, ils ont un terme pour ça. Je crois qu'ils appellent ça
ou PK. C'est l'état d'esprit dans lequel on est sans préférence. On n'éprouve plus aucune aversion. On est en route pour le nirvana. Et nirvana veut dire extinction dans la langue originelle du Bouddha. Le sanskrit, je crois, non? Le sanskrit, alors oui, c'était pas vraiment le sanskrit, il parlait une langue encore plus ancienne d'ailleurs. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'on nous demande une sorte de bouddhisme républicain. Les sentiments doivent être effacés. Or, il faut le dire, si la République parle sans cesse de haine, c'est des lois contre la haine, c'est parce que derrière ce mot se cache une puissance, le droit d'avoir de l'aversion pour ce qui est détestable. Donc, il me semble, si je devais répondre à ma propre question, que pour sauver les Français, commencer à leur donner un début de clarté mentale, réautoriser cette aversion pour ce qui n'est pas supportable. Leur dire, écoutez les gars, vous savez, on vous a beaucoup dit, voilà, ça c'était interdit, un peu comme des gosses à qui on dirait, alors ça tu touches pas, ça tu fais pas. Eh bien, en fait, vous êtes des adultes, voilà. Et vous avez le droit de détester ce qui est détestable. Le deuxième point, ce serait que les Français, euh, il faudrait en fait briser le sortilège. Vous savez, c'est un peu comme le roi pas Aragorn, là, le roi qui était sous l'emprise du maléfice de Saruman, euh, le roi Théoden. Les Français sont un petit peu sous cette emprise, quoi. Il faut que la Saruman République, on trouve le moyen de briser euh, son emprise. À savoir, les Français, pour se sauver, doivent se souvenir de ce qu'est leur souche et peut-être faut-il arrêter de les récompenser lorsqu'ils font des actes de contrition, de génuflexion. J'ai l'impression quand même que le Français vit beaucoup en état de génuflexion. Et plus on le récompense pour ses génuflexions, ses courbettes, sa soumission, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et plus il s'habitue à trouver ça bien, plus il considère que c'est normal. En fait, les peuples sont beaucoup faits d'habitudes mentales, ils prennent des plis. Bon, là, ils ont pris un pli, apparemment, qui est de vivre un peu courbé, de se dire, bon, non, français de souche, non. Ça, on peut pas le concevoir. Il faut, tout au contraire, faut échafauder un récit inverse. On n'est pas français de souche, on est tous français de papier. On doit tous notre identité à un petit morceau de plastique. Donc, il faudrait inverser ces deux grandes tendances, dire aux gens, voilà, essayez de récupérer un peu votre virilité intellectuelle, votre robustesse intellectuelle, vous avez le droit de détester. Ce qui est détestable doit être détesté. Ça fait même partie de la santé mentale, à vrai dire, hein. Apprendre à aimer ce qui est détestable est le début d'une folie. Donc, moi, je dirais que pour les sauver, il faut les diriger à nouveau vers l'autonomie intellectuelle, le droit de détester ce qui est détestable, et puis se souvenir euh, de ce que l'on est. Ce serait le début. Le vote, je pense, arrive quand même après. Je ne sais pas si vous hiérarchisez les choses de cette façon. Je vous laisse réagir. Vas-y, Chloé, hein, honneur aux dames. Oh, tu n'es pas obligé à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, la haine est peut-être un mot un petit peu trop anti-républicain de nos jours, mais au moins le droit à la colère. On en avait parlé la semaine dernière, c'est le cas très éloquent de Patrick Jardin, qui a perdu sa fille au Bataclan et qui a subi des tribunes particulièrement immondes, notamment de la part des journalistes du Monde, si ma mémoire est bonne, parce que lui a eu le malheur de dire « vous aurez ma haine ». Et il a eu quelques échanges assez violents, vous l'avez peut-être vu récemment, avec... comment s'appelle cet abruti? Avec Raphaël Arnaud. Ouais. Ah mon Dieu, oh là là. Oui, j'en viens à oublier son nom. Insupportable, ouais, ouais. Archambault, il s'appelle, je crois. Archenaux. Archenaux de son vrai nom, oui. Ouais, Mais ça m'a fait plaisir de lire que même 10 ans après, Patrick Jardin n'a pas varié d'un pouce et a répondu à Raphaël Arnaud, si vous avez un jour des enfants, je souhaite qu'il leur arrive la même chose et peut-être que vous comprendriez. C'est un degré de haine assez... Le truc avec Raphaël Arnaud, c'est qu'il est à fond pour la défense de l'identité, la lutte contre l'islamisme, mais quand il s'agit des Kurdes, quand il est question des Français, son propre peuple, là, il est très hostile tout à coup. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que personne ne lui a enseigné ce qu'était son propre peuple. Tu parlais de la haine, Timothée, et également de la restauration de notre identité française et blanche. Imagine le nombre d'obstacles mentaux que doit traverser un Français qui n'aurait pas eu la chance de fréquenter la diversité heureuse et à qui on n'a jamais enseigné son identité. Pour reconstruire son sentiment identitaire, sa fierté d'être français et sa colère envers ceux qui interdisent cette identité, c'est quand même un très long voyage. Ah bah justement, c'est parfait que tu abordes ce sujet, parce que j'allais te poser la question,
faut-il en vouloir? La colère, c'était le bon mot, effectivement. Et en parlant de colère légitime, faut-il maintenant commencer à en vouloir au peuple français? Donc là, tu commences à répondre, donc je vais te laisser poursuivre, mais je me permettais de t'interrompre pour poser la question, puisque ce sera aussi la question que je vais poser à Julien. Est-ce qu'on a le droit de commencer à en vouloir à une partie du peuple français, à cette majorité qui ne cesse de reconduire des traîtres au pouvoir? Vas-y, monsieur. Bon, eh ben soit. Je pense qu'on peut leur en vouloir, mais gentiment, comme, quand tu en veux à ton enfant, ton frère, ta sœur et cetera. Tu dois tu as le devoir de le secouer un petit peu, de dire: «Eh oh, est-ce que tu as pas l'impression, de faire n'importe quoi? Est-ce que tu réfléchis bien au sens de tes actions?» Voilà. Il faut le faire avec bienveillance et fermeté comme à un enfant, notamment un enfant dont on est proche, ça peut être un fils, ça peut être un élève, peu importe. Mais oui, il faut de la transparence, il faut de la clarté et il faut surtout pas, conforter, les gens, surtout, ceux dont on est proche et dont on veut le bien, dans leur fourvoiement quoi, surtout pas. Fais un petit tour dans les commentaires. Je vois Alaric de Bourgogne qui dit on n'a pas besoin de se sauver, de sauver les Français. Enfin, il n'y a pas à sauver les Français, il faut se sauver soi, ses proches, et par capillarité, sauver ceux qui le méritent. Alors, c'est vrai que c'est tentant. C'est un repli qui est tentant, désormais qui est devenu commun. Beaucoup de gens ont développé ce sentiment. Voilà, comment appeler ça? Libéralisme de l'identité, je ne sais pas, mais est-ce que vous comprenez ce sentiment? Qu'en pensez-vous? Comment vous réagiriez à ça? Moi, c'est un sentiment que j'éprouve. J'ai en partie cédé à ce sentiment. Déjà, est-ce que vous l'éprouvez aussi, vous? Bah, je voulais juste rajouter une toute petite précision. La citation que j'ai rapportée, dans mon propos initial, c'était de Hölderlin, voilà, le grand poète allemand du début du 19e siècle. Ah oui, dans le chat, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il hésite entre Hölderlin et Delogu, mais effectivement, je crois que c'est plutôt Hölderlin. Ah oui, bah, Delogu, c'est celui qu'on surnomme le savant de Marseille, c'est ça? Oui, tout à fait, Voilà, oui. c'est bien ce qui me Il est, semblait. il est à la fois savant en islam et savant de Marseille, ouais. D'ailleurs, en islam, ça se dit comme ça, les savants de Marseille. Voilà, tout à fait, voilà, les oulémas. Pour revenir à la question, Alaric, si tu es avec nous, je comprends le sentiment. Et effectivement, on ne pourra pas sauver tout le monde. Il faut d'abord faire passer les siens avant les autres. C'est certain que si tu me demandes de me priver pour Bégodeau au hasard, je vais avoir quelques difficultés à le faire, même en étant racialiste. Mais sans aller jusque-là, il est aussi notre devoir, je pense, déjà de ramener dans notre camp un maximum de gens, pardon, ce qui implique parfois de manger un peu notre chapeau, de faire de la pédagogie et de nous attacher à exposer la réalité de laquelle découlent nos idées. On n'a pas besoin en soi on n'a pas tellement besoin de prêcher pour l'identitarisme. Une fois qu'on a fait prendre à quelqu'un conscience de la situation qu'on traverse, je pense que ça en découle assez naturellement. Et je voulais enchaîner sur autre chose. Oui, donc de ramener un maximum de gens dans notre camp et de nous entraider quand même un minimum. Je pense qu'on n'a plus le luxe de trier avec un très haut niveau de détail les gens qui sont dans notre camp. Ce que je veux dire par là, c'est que si on s'achemine vers une catastrophe, une submersion migratoire, bien sûr que l'objectif premier est de survivre soit ses proches et ceux que l'on souhaitera aider, mais si notre ambition est de survivre à moyenne, voire à grande échelle à la catastrophe, ça passera pas sans un minimum de solidarité communautaire et de concession, à mon avis. Mais du Et coup, comme d'ailleurs, pardon Tim, juste pour finir, termine, si je comprends. c'est que ça me rappelle quelque chose. Tu parlais de Tolkien il y a un instant. Une de ses plus belles phrases, c'est tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Oui, c'est très beau. En effet, j'aime beaucoup cette phrase. Elle est très, a un sens assez profond et poétique. Maintenant, quand on parle de sauver les Français, je vais repréciser un petit peu ce que je disais. Je reviens un tout petit peu en arrière dans l'émission sur la définition de sauver. Vous avez sans doute entendu le témoignage de cette femme qui a qui a quasiment vécu le Bataclan puisqu'elle habitait juste à côté. Son nom va me revenir. Elle a été interviewée sur Vive le Repas, Daniel Caroline Valentano. Christa Bernard.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci Julien. Et Caroline Christa Barnard, justement, a été complètement harcelée à la fois par ses proches, sa famille, son entourage, pour avoir dit que maintenant, elle avait peur, effectivement, après ce qu'elle avait vécu, elle avait peur de l'islam, des musulmans, etc. Le déferlement de rage, de rage vindicative de ses proches pose question. C'est-à-dire, on se dit, mais alors attends, sauver les Français, ça implique quand même de restaurer une ambiance dans laquelle les Français peuvent se parler, se comprendre, voilà, se tolérer, discuter, s'aimer même, tout simplement. Moi, je me rappelle d'une époque où l'on pouvait visiter toutes les régions de France et goûter à cette délicieuse politesse et cette délicieuse éducation dont beaucoup de Français avaient bénéficié, ce qui fait qu'on pouvait interpeller les gens dans la rue, demander une adresse, demander l'heure, demander des services, discuter, dire bonjour, faire un sourire et avoir un sourire en retour. Aujourd'hui, l'ambiance s'est durcie, pas seulement idéologiquement, elle s'est durcie tout court. Sauver les Français, pour moi, ça implique aussi de retrouver cette douceur dans les relations. Or là, on s'aperçoit que quand on en vient aux oppositions idéologiques, non seulement il n'y a plus aucune douceur, mais la férocité est quasiment hors civilisation. On a affaire à des bêtes sauvages. Pour sauver un peuple, encore faut-il rendre ce peuple, j'allais dire, praticable. La vie en société, toutes ces choses nécessitent que le peuple soit capable de s'aimer lui-même à nouveau. Le sauver, pour moi, ça implique aussi ça. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer les Français d'antan, ceux d'antan? Est-ce qu'on va pouvoir refabriquer, pardon, des Français vivables, supportables, euh, au-delà même, au-delà même du clivage idéologique, c'est-à-dire un peuple qui à la fois sait se souvenir de lui-même, euh, se supporter, s'aimer. Parce que j'ai l'impression que ça participe aussi, cet effondrement-là que j'essaie de décrire, participe aussi de cette autodissolution du peuple. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que j'essaye de décrire. Alors, si je peux intervenir. Oui. Alors, pour faire la jonction entre ton dernier propos et Jean-Pierre Pernaut, dont tu parlais préalablement, je ne sais pas si tu vois qui c'est Philippe Lançon. Alors, Philippe Lançon, non, je ne vois pas qui c'est. D'accord. C'est un journaliste français, bobo, de gauche, qui, à la fin des années 90, dans Libération, écrivait des tribunes de sales putains de gauchistes contre Jean-Pierre Pernaut en disant que c'était la France-France qui faisait le jeu du Front Oui. National, machin, etc. Tu vois le genre. Bon. Et alors, Philippe Lançon est un rescapé de l'attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. Aujourd'hui, voilà, il est complètement handicapé, il a la gueule cassée, ça lui a arraché la moitié de la gorge, etc. Bon, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, il y réfléchirait à deux fois avant d'écrire et de penser certaines choses. Voilà. Oui, effectivement. Donc tu prends ça comme un exemple de Français qui, comme dirait Céline, tu sais, il disait dans le cerveau d'un couillon, il faut que la pensée fasse un tour et qu'il lui arrive. Non, il faut que des choses bien douloureuses lui arrivent pour que le cerveau fasse un tour. Donc, apparemment, je crois qu'on a trouvé notre couillon. Le karma se rappelle à vous de la plus cruelle et brutale des façons. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui. Oui, alors là, on est face à un cas de rééducation par la douleur, mais là, c'est vraiment extrême. Quels sont les... Je suis plutôt partisan de cette théorie, c'est-à-dire il n'y a que la douleur qui fait varier les individus, il n'y a que la douleur qui crée du virage d'opinion. C'est pas forcément de la douleur intense, on n'est pas obligé d'avoir des traumatismes profonds, enfin du moins à la hauteur de celui-là. Mais si les gens qui pensent des choses comme on en trouve chez les filles, comme on en trouve à l'extrême centre, comme on en trouve un peu partout, enfin voilà, vivent une vie douce qui leur confirme que le vivre ensemble est une chose heureuse, bon, on ne voit pas pourquoi ils changeraient d'avis subitement. Donc il faut bien qu'il y ait un peu de douleur qui s'immisce dans la vie de ces couillons, comme disait Céline, pour que quelque chose advienne. Maintenant, est-ce que, tiens, c'est ce type-là, donc tu as dit, comment il s'appelle? Lançon? Lançon, ouais. Est-ce que lui, par exemple, il est sauvé? Parce qu'on peut prendre aussi. Ah, mais attends, voir. C'est pas son prénom, c'est comment? Philippe.
Ah d'accord, non, je pensais à un certain Bruno qui était aux grandes gueules, qui est toujours d'ailleurs, et qui lui aussi est un rescapé du Bataclan. Ah, je vois qui tu veux dire, mais Bruno Poncet, peut-être? Poncet, Ouais, c'est Bruno ça. Poncet, Ouais, et ouais. il est resté complètement gauchiste, lui. Donc là, pour le coup, ça n'a pas marché. Dans le cerveau du couillon, la pensée n'a pas fait un tour. Ouais, mais tu sais, comme disait, Garcimore, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Bon, C'était le moment de la placer. Je reconnais là ton sens du timing. merci, Chloé. merci. Alors, permettez-moi de vous contredire là-dessus. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut que de la violence se produise pour qu'on change d'avis, ou en tout cas dans une majorité de cas. Moi, je trouve beaucoup d'espoir concernant ce fait-là depuis que j'ai commencé à fréquenter les affreux fachos de ma région, où D'accord. certains d'entre eux me disent parfois sur un ton qui confine presque à l'excuse qu'ils ont acquis leurs idées alors qu'il ne leur est personnellement rien arrivé, qu'ils vivent dans des quartiers plus ou moins préservés, qu'ils n'ont pas eu d'accident personnel dans leur famille, enfin si on peut appeler ça un accident par les temps qui courent. Et Oui. donc ils disent d'un ton presque coupable que malgré tout, ils ont développé ces idées comme s'ils n'étaient pas légitimes. Au contraire, moi je trouve que ces gens sont dignes d'admiration parce que ça veut dire qu'ils sont doués d'anticipation, ce qui dénote une intelligence. Ils n'ont pas eu besoin que leur petite sœur se fasse violer ou que leur père se fasse Mais tabasser est-ce que, pour arriver dans notre camp. mais est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont souffert par empathie envers leurs semblables? Parce que moi, quand je vois ce que souffrent mes semblables, bah, je peux te garantir que la souffrance, je la ressens aussi. Alors, évidemment, c'est pas comparable. Euh, voilà, mais quand l'affaire Lola s'est douloureusement rappelée à nous ces derniers temps, moi, à chaque fois que j'entends des cas comme celui-là, ou même des cas beaucoup moins graves, je souffre vraiment. C'est une souffrance. C'est même un traumatisme. Donc, je crois Mmh. vraiment à la douleur par procuration. Elle peut même être horrible. Quand on vit sous le même ciel que des gens qui ont enduré ça, et surtout sous le même ciel que des gens qui ont fait endurer ça, bah, pardon, mais on ressent vraiment une souffrance aiguë, quoi. Donc, il me semble qu'ils ont sans doute souffert, mais par empathie, et que ça peut très bien, en réalité, confirmer la règle. Je pense que c'est l'empathie qui les a fait souffrir, probablement. Alors, je ne me permettrai pas de faire leur psychanalyse, mais certainement qu'il y a une partie d'empathie. Il y a peut-être aussi pour certains le fait d'être déraciné dans notre propre pays est une souffrance. Je ne sais pas si vous avez vu toute la polémique qu'on a eue il y a quelques jours par rapport à l'affaire comment ça s'appelle? Les banquets, là. Le banquet en Bretagne. Alors, attends. Oui, je vois ce que c'est, mais j'ai plus le nom. Ah, c'est Voilà. les grands gueuletons qu'ils organisent partout dans la France, partout en France. Oui, avec un peu de folklore, entre Oui, guillemets exagéré, machin, d'accord, mais d'accord, oui, d'accord. oui. Oui, 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 oui. voilà. Et je voudrais parler de ça une seconde parce que j'ai vu beaucoup de gens les critiquer en disant justement que c'était du folklore, de la caricature, qu'ils étaient déguisés avec leurs bérets, etc. Bon, je veux bien, mais moi j'ai l'impression de voir des gens qui se cherchent désespérément une identité et qui essayent de combler un manque. Alors certes, ça peut être parfois un petit peu caricatural, ne pas reposer sur certains fondements culturels, blablabla, mais pour moi, ce sont des gens qui cherchent quelque chose qui leur manque. Donc il y a aussi, à mon avis, ce manque qui nous mène à développer des idées identitaires. Euh, pour vous donner une rapide anecdote, j'étais en primaire à l'école publique dans une banlieue. Et quand on faisait connaissance avec nos petits camarades en primaire, la première question c'était comment tu t'appelles et la deuxième question c'était t'es de quelle origine. Toujours, Oui, systématiquement. oui. On commençait à être sévèrement remplacé. Et quand j'avais 7 ans, je répondais à cette question en disant j'ai pas d'origine. Ah. Vous imaginez? Et Alors, j'étais pas la seule à faire ça. ça, Tous les petits blancs. c'est une réponse que j'ai entendue de la bouche d'une jeune fille lorsque j'étais surveillant en études au lycée, collège-lycée à Roanne. Et elle m'a littéralement, mot pour mot, répondu, ben, moi, j'ai pas d'origine. Et je lui ai fait dire, donc je te redonne la parole tout de suite après, hein, mais je lui ai fait dire, ah bon, t'as pas d'origine, c'est-à-dire que t'existes pas? Elle m'a dit oui. Bah, enfin, si, j'existe. Je dis, donc, t'as une origine? Ah ben oui. Et quelle est ton origine? Je lui ai fait dire française afin de voir ce qui se passait dans les yeux des autres. Bon, je ne dirais pas quelle est la suite afin que je ne sois pas reconnu euh, par le détail de cette anecdote, mais voilà, enfin, bref, c'est une anecdote terrible. Je te laisse poursuivre, excuse-moi de t'avoir interrompu.
Non, pas de souci, j'avais presque terminé. Simplement pour dire que tous les petits blancs de l'époque donnaient cette même réponse. Je voyais même certains camarades qui se cherchaient la moindre filiation hypothétique au niveau de l'arrière-grand-mère avec la Belgique ou l'Italie pour essayer de trouver quelque chose à dire. Je ne peux pas croire que ça ne laisse pas de traces et que ça ne fasse pas souffrir. Eh Et que bien, ça nous mène, et que ça nous mène là où on est. Ludovic Van B, je ne sais pas qui peut bien être ce Van B, mais en tout cas, il nous dit si on ne sauve pas les lecteurs français, on ne sauvera personne. Si encore l'herbe était vraiment verte ailleurs, mais non, l'Espagne est socialiste. Les Pays-Bas retombent. Alors oui, alors là, terrible, terrible, il faut qu'on en parle de ça. Le Royaume-Uni est dans la merde, l'Allemagne, pas mieux, qui reste-t-il? Donc oui, effectivement, quand on entend ça, on se dit, bon, bah, effectivement, on ne peut pas trop laisser tomber les peuples, parce que même s'ils nous donnent l'impression désagréable et frustrante d'être un peu cons, voilà, hein, au niveau de leur vote, et c'est pas qu'une impression parfois, eh bien, si on ne les sauve pas, on sauve quoi? À part abandonner, il n'y a rien, en gros, si je résume son propos. Et là, est-ce que vous avez quelques mots à dire sur ce qui vient de se passer aux Pays-Bas, quoi? Terrible, terrible. Bah, moi, je voulais simplement préciser en préambule que, comme on dit, c'est toujours les minorités qui changent les choses, qui font bouger les lignes, qui font les révolutions, etc. C'est certainement pas les masses. Donc, à partir de là, on peut déjà se rassurer un petit peu et en se disant qu'en parvenant à former une sorte d'élite éclairée, on parviendra à guider les autres, à guider un peu le cheptel, quoi. Et oui, tu veux réagir à ça? Vas-y. Si Chloé veut prendre la parole, je la laisse tout de suite. Non, je t'en Sinon, prie. j'avais une question à vous poser, parce que j'aimerais rentrer dans le côté un petit peu obscur de la question de ce soir. Pour ma part, moi, j'ai plutôt un sentiment, arrivé à 51 ans, de lassitude que je ne peux pas ignorer. D'ailleurs, j'entends le bien fondé de toutes ces remarques, y compris celle de Ludovic, que l'on salue. Euh, Néanmoins, il y a une autre réalité, c'est l'état psychologique dans lequel on est au bout de X années de militantisme. Alors moi, je sais pas si je peux dire que j'ai une trentaine d'années, mais globalement, ces idées-là, je les porte depuis que j'ai une vingtaine d'années à peu près. Bon. Euh, Très bien. Alors, au bout d'un certain temps, quand rien ne se passe et qu'on a participé, essayé à sa hauteur, hein, je suis pas un super-héros, mais j'ai participé à différentes campagnes, collé beaucoup d'affiches, voilà. Bon. Et le peuple m'a déçu. Voilà. Donc, après avoir été très critique des élites, je dois l'admettre, je suis plutôt critique du peuple. J'estime que ce n'est pas malsain de critiquer le peuple. Et ça ne contribue pas à le faire plonger ou à le condamner. Mais il y a un peu de la stratégie du coup de pied au cul. Moi, ce que je fais par exemple avec mes enfants, quand ils ne veulent pas venir et qu'on a fini la promenade en forêt et que je leur dis bah il faut monter dans la voiture et qu'ils me répondent non, on veut rester, on veut rester, on veut rester. Au bout d'un moment, au bout de 5 fois, je leur dis bon, eh ben écoutez, très bien, pas de souci, maman et moi on va rentrer. On vous souhaite une bonne nuit, vous dormez dans les bois, amusez-vous bien, il y a des glands, il y a des châtaignes, vous trouverez ce qu'il faut pour manger, et nous on rentre. Et là, évidemment, les enfants hurlent, crient et courent et sautent dans la voiture. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis tenté de reproduire ce schéma avec le peuple français, de leur dire, bah, écoutez, vous savez quoi, vous avez voté socialiste, vous avez voté vivre ensemble, vous avez voté diversité, vous avez voté on adore l'Afrique et le tiers-monde. Eh bien, vous savez quoi, maintenant vous y êtes. Alors, profitez bien, prenez vos maillots de bain, votre bouée, des gants en latex et puis tout ce qui peut protéger. Et nous, on se casse. Voilà, on se casse, démerdez-vous. J'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'il faudrait abandonner les Français ou leur donner le sentiment qu'on les abandonne et qu'on constitue une sorte de petit radeau comme ça, euh, où ceux qui veulent se sauver, eh bien, se sauveront. Donc ça répond un peu au propos de Ludovic. Si on ne sauve pas le peuple, on sauve quoi? Eh bien, on sauve une minorité sauvable. Est-ce que pour vous, c'est pensable, ça? Une solution qui consisterait à dire, bah, écoutez, les gars, ça va être l'Arche de Noé, hein. Si vous ne voulez pas, on ne peut pas vous faire adhérer au projet. Très bien. Sauvons donc une minorité. Sauvons ce qui est sauvable. Et ma foi, même si le grand nombre ne l'est pas, eh bien, il faut que le petit nombre le soit. Et je dois vous avouer que c'est plutôt ma position. Même si je comprends le bien fondé de l'autre option, qui consiste à vouloir sauver le grand nombre, le maximum, le peuple, à faire venir le tout venant. Je ne pense pas pour ma part, mais c'est peut-être une faute, une erreur en tout cas,
que ça se produira. Je crois qu'on s'achemine vers un scénario où le petit nombre va se sauver, mais pas le grand. Réaction. Je vous laisse prendre la parole librement. Alors, moi, j'ai tendance à voir un peu les choses par étapes et pour répondre un peu prosaïquement, je dirais, bah, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux un petit nombre que tout le pays qu'on laisse couler, quoi. Mais pour autant, si on arrive à sauver, même pas une majorité, mais une moitié du peuple français, du peuple européen plus largement, bah, ce sera toujours ça. Voilà, on a une vision un peu démocratique. Si on prend tous les sondages au sujet de l'immigration et de ses multiples corollaires, tu as toujours une majorité, pour le coup, vraiment importante, minimum les deux tiers, qui sont pour qu'on porte un coup d'arrêt significatif à toutes ces bêtises. Donc à partir de là, il y a un potentiel, hein. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, intéressant. Chloé, est-ce que tu veux réagir à cela? Bah, j'entends l'idée, on pourrait prendre l'exemple espagnol. Lorsque l'Espagne s'est fait coloniser et qu'ils ont entamé la lutte, ils n'étaient pas nombreux au début et pourtant cette petite minorité a abouti à ce que 7 siècles plus tard, l'Espagne soit décolonisée des musulmans et soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En soi, une petite minorité peut suffire à notre survivance. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est notre survie à long terme. Je pense que je verrai pas la fin de la lutte de mon vivant, mais c'est pas si grave. L'important, c'est que la fin arrive un jour. Mais j'aime bien raisonner en termes de gestion des risques. Et plus on est nombreux, plus on a de chances de s'en sortir efficacement et rapidement. Donc je pense quand même qu'il ne faut pas non plus sombrer dans une critique excessive du peuple. Le peuple mérite d'être critiqué. Il y a plein de raisons et je suis d'accord avec toi, Tim. Mais essayons de modérer cette critique, peut-être de la faire dans des espaces semi-publics. Parce que déjà, ça renvoie pas une image très attrayante pour notre camp. Quand on passe notre temps à se tirer dans les pattes, ça donne quand même pas tout à fait envie de nous rejoindre. Si vous dites à quelqu'un, c'est le mot de Gaulle, les Français sont des veaux, ça va pas forcément le convaincre de se ranger à votre avis. Donc on a aussi un devoir de proposition, d'une vision qui donne envie de nous rejoindre et qui soit un petit peu attrayante. Je dis pas que c'est un devoir sacré, on a aussi le droit de ne pas militer et de gérer ses affaires, mais c'est un sujet à saisir. Je sais pas si c'est très clair, excusez-moi. Non, non, je comprends ton idée, Chloé. Je comprends tout à fait. Euh, Maintenant, bon, c'est vrai que on tourne un petit peu autour d'un thème. On revient forcément à cette idée de comment on considère qu'on est sauvé. Enfin, quel est le critère en fait qui fait qu'on considère que quelqu'un est entre guillemets sauvé. Moi, j'ai lu aujourd'hui le post qu'a fait Daniel Conversano. Je veux dire pourquoi j'en parle. Que il y a des gens qui intègrent une partie de ce que l'on dit. Rodolphe Carr, par exemple, intègre une partie de ce que l'on dit sur l'identité. Voilà, on pourrait se dire, bah tiens, lui, quand même, si tous les Français étaient des Rodolphe Carr, est-ce qu'on serait pas un petit peu sauvé quand même? Je suis un peu sceptique, hein. Compliqué, c'est très compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Si tous les Français étaient des Rodolphe Carr, enfin disons approximativement des Rodolphe Carr, bon, bah, on pourrait dire qu'on aurait déjà ôté du chemin énormément de gros rochers qui nous empêchent d'atteindre le but. Pourtant, effectivement, on sait bien que dans la sensibilité dite souverainiste, eh ben, il y a encore un énorme frein qui nous empêche d'atteindre la ligne d'arrivée. Il faudra parler après des critères qui font qu'un peuple est vraiment sauvé. J'en ai évoqué quelques-uns. Le droit de détester ce qui n'est pas supportable, le droit de se révolter, le droit de se penser soi-même, voilà. Mais il semble qu'il y ait quand même un Graal qui sauve le peuple, c'est le droit de se préférer. Bon, là-dessus intervient un mouvement qu'on appelle souverainiste et contre lequel, bah, effectivement, on n'est pas très tendre. J'aimerais, vous me direz si ça vous tente, mais j'aimerais bien vous lire le post qu'a fait Daniel Conversano au sujet du souverainisme aujourd'hui, et plutôt d'un souverainiste en particulier, qui, qui incarne un certain profil de Français. Lis-le nous, s'il te plaît. Ah, merci. Ça me soulage parce que c'est un post un peu long et il est tellement bien écrit que Ah voilà, bah, je on est toujours OK pour clasher des souverainistes à la con, hein, ça, y a pas de problème. Allez, je le lis. Donc, vous allez tout comprendre. La personne qui est critiquée, c'est Greg Tabibian.
je le trouve. Alors, je ne vais pas dire qu'il est représentatif du français moyen, mais enfin, il y a des choses qu'il dit qui sont quand même, voilà, qui sont quand même dans l'air et qui lui valent son succès d'ailleurs. Voilà, c'est des choses qui sont agaçantes. Daniel a répondu la chose suivante. Greg, on vote. Alors, est-ce qu'il faut que je lise le tweet de Greg Tabibian? Il dit qu'en gros, il songe à prendre la double nationalité arménienne parce que il estime que quand il voit ce que notre grande Europe est en train de devenir, il n'a qu'une seule nationalité, la nationalité française, etc. Bon, il nous dit en gros qu'on a comment comment il explique ça? Il a on a un truc génétique en forme d'ouroboros, c'est-à-dire en gros on est des consanguins. C'est ce que nous dit Greg Tabibian. L'ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, Oui, pour voilà, ceux qui se qui mord la l'ignoreraient. queue. Ouais. Voilà. Donc Daniel Conversano lui répond, Greg, on vote littéralement pour un juif d'Algérie en la personne d'Éric Zemmour. Alors à d'autres, le couplet sur le petit arménien brisé par les colibés identitaires, pauvre chéri. Ce qui t'est reproché par la droite identitaire, ce n'est pas ta race, c'est ta ligne pourrie. Tantôt critiquant la gauche, tantôt la droite, lâchant de temps à autre une crotte de nez à l'immigration, mais en donnant toutes les démonstrations d'antiracisme et en focalisant sur l'UE, qui n'est en rien responsable des politiques d'immigration légale, qui sont bien celles qui ont détruit notre pays. Les migrants ne sont que la face émergée de l'iceberg, non pas immergée, une part infime des étrangers présents en France. Insupportable aussi sur l'islam, tu es insupportable, sous-entendu. Tu es contre l'islam radical, la belle affaire, mais pas l'islam en général. C'est la bêtise des fréristes méchants contre les gentils musulmans, alors que la cohabitation entre Européens et musulmans ne fonctionne nulle part dans le monde, en dehors des dictatures policières à la Dubaï, système de droite dure que ta culture, bonnet et chichon rejette instinctivement par tous les pores de ta peau. Tu critiques systématiquement les ministres de l'Intérieur, ça très pertinent cette remarque, pour leur autoritarisme. C'est vrai que Tabibian est débile mental quoi là-dessus. Alors que ce qu'il faut dans notre pays, avant même la remigration, c'est une police à la brésilienne contre ces putains de racailles de merde et que ta ligne anti-flic condamne d'avance cette hypothèse. Les politiques français sont responsables de l'invasion que l'on subit et le moyen de lutter contre et de faire de la réduction à presque rien de l'immigration une priorité. C'est voter et appeler à voter pour les partis les plus à droite. Or, tu joues constamment l'électron libre sans étiquette. Et quand tu montres une vague sympathie pour le RN, c'est pour des raisons sociales, proches des arguments qui poussent certains électeurs à voter LFI. Ce qu'il faut retenir, on ne te reproche pas d'être arménien, mais de ne pas être de droite à une époque où il faut l'être. Bref, le tweet se continue et en gros, voilà, il adresse il administre une fessée à Greg Tabibian, le souveraino, on ne sait plus trop quoi, souveraino gauchiste, électron libre, bref. Je trouve, j'ai un peu raccourci l'extrait, en fait, j'en ai lu que la moitié. Je trouve que ce qu'il dit à Greg Tabibian s'adresse quand même beaucoup à une partie du peuple français. Pas voilà, tout à fait. Pas tout à fait. Chloé, explique-nous pourquoi. Parce que si Greg Tabibian se sent habité par ses racines arméniennes et veut prendre la nationalité arménienne, qu'il la prenne et qu'il se casse. C'est pas grave. Le peuple français n'a pas de pays de rechange. En tout cas, les fameux Français de souche, ceux qui sont la cible de tous les outrages. Moi, c'est plutôt ces gens-là qui m'intéressent plutôt qu'un random Greg Tabibian. Oui, là-dessus, tu as raison. En fait, là, sur la partie des racines et sur le fait que Tabibian a cette roue de secours, là, bien sûr, tu as évidemment raison. Moi, je parlais d'une mentalité, en fait. Ce côté électron libre aussi est présent chez les Français, hein, qui veulent être au-dessus de la mêlée. Hein. Il y a pas mal de gens. Alors, est-ce que c'est la génération boomer ou pas pas seulement possible, c'est la question que peut se poser. Mais moi, je trouve que beaucoup de Français ont ce côté électron libre absolument détestable. C'est-à-dire, je ne m'engage pas, je suis au-dessus de tout ça, moi. Et évidemment, c'est une sensibilité qui est mortelle pour un pays. Moi, si Timothée, je vais te répondre sur le côté électron libre, tendance lourde chez pas mal de nos compatriotes, ce qu'on appelle les Français moyens. Mais d'abord, quand même, un truc spécifique vis-à-vis de Greg, qui est arménien et qui met en avant ses racines. Lui, qui en bon souverainiste est opposé à toute forme de construction européenne, je lui réponds que s'il y en avait une, si on avait fait l'Europe depuis des siècles, eh bien, ses ancêtres n'aurait pas été exterminé par les Turcs à la fin du 19e siècle, en 1915, et puis encore aujourd'hui, et même en fait dès le lendemain de la Première Guerre mondiale.
dans le fameux Haut-Karabakh par ces sous-Turcs qu'on appelle les Azerbaïdjanais. Voilà. Pourquoi ça a eu lieu? Parce qu'il n'y a pas eu d'Europe. C'est aussi simple que ça. Je pense que ça devrait quand même, le faire réfléchir un petit peu. Oui, oui, alors là, c'est particulièrement pertinent, ce que tu lui adresses. Effectivement, bon là, on pourrait t'opposer que tu fais un peu de la politique fiction, mais c'est particulièrement pertinent. Je prends une nouvelle question de Ludovic Van B, notre ami Ludovic, qui est taquin ce soir, et qui nous dit: «Et dans quel écosystème vivrait ce petit nombre dont j'ai parlé tout à l'heure?» Eh bien, évidemment, ça suppose un pays de repli, un pays le moins hostile possible. Je réponds à la question de Ludovic puisque c'est moi qui ai, je veux dire, c'est à moi aussi qu'il répond par sa question. Je pense qu'il faut se trouver, choisir des pays de repli dès maintenant. On en connaît, hein, il y a des pays qui sont tout à fait accueillants. Il faut se donner les moyens d'y aller. Mais je pense que l'homme blanc va devoir réapprendre un semi-nomadisme. Il me semble qu'il y a de la France ailleurs dans le monde. Il y a de l'ambiance française, l'art de vivre français, si c'est ça qu'on veut sauver, existe ailleurs dans le monde, tout simplement parce qu'il y a des communautés françaises qui ont essaimé, qui sont parties. Oui, Donc, on a bien réimplanté du vignoble français en Californie parce que les nôtres étaient ravagés par le phylloxéra, je crois, au début du siècle dernier. ah bah oui, d'ailleurs, toutes les vignes françaises sont sur des greffons, d'ailleurs, puisque le phylloxéra, il a ravagé en France à peu près tout, hein. Ce qu'on appelle les vignes pré-phylloxériques sont très très vieilles, Ouais. 150 ans à peu près. Donc oui, j'en ai même vu d'ailleurs à Leikanger des vignes, j'en ai vu au milieu de la Norvège. Enfin, intéressant. Ah bah, comme quoi. Il y en avait aussi en Afrique du Sud, puisque les protestants, les huguenots, ont ramené ce savoir-faire français avec eux, à l'époque. Bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je lis une autre question. À la Rigue de Bourgogne, le petit nombre d'individus cohésifs, d'individus de qualité, finit par autoproduire leur quantité par une croissance démographique endogame très importante. Il ne faut rien attendre des masses peu qualitatives. Encore une fois, je comprends qu'on veuille critiquer ce point de vue, mais moi, cette sensibilité-là, c'est même pas qu'elle m'attire, c'est que par lassitude, j'avoue que j'ai tendance à valider cette vision. Et maintenant, bien sûr, je serais ravi d'avoir tort. Évidemment, si je voyais naître des solutions pour créer du virage d'opinion, évidemment que je serais ravi de m'être trompé. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur une question. Vous avez entendu Zemmour qui propose de recréer de l'identité par la foi, qui estime que la foi recrée de l'identité. Est-ce que vous pensez qu'il tient une piste, qu'il se fourvoie? Comment vous voyez comment vous appréciez la solution qu'il propose, l'ami Zemmour? N'ayant pas lu son livre, je ne saurais pas te répondre avec précision. Le christianisme, pour moi, est un des vecteurs d'identité et de réenracinement possibles, mais ce n'est pas le seul. Et au final, peu importe les voies qui nous mènent à l'identitarisme, c'est aussi la force de notre camp, c'est qu'il est intellectuellement extrêmement divers. Il y a des républicains et des royalistes, il y a des païens et il y a des chrétiens, il y a quelques souverainistes identitaires, c'est bon, ils doivent être 12 dans le pays, mais il y en a quand même, et il y a des européistes. Peu importe au final, tant que, comme le disait un camarade, imaginons qu'on soit chacun sur notre bateau, l'important c'est d'avancer vers un même horizon. Et on n'a pas nécessairement besoin de saboter le bateau du voisin pour y arriver. Je suis pleinement d'accord avec toi. Je lis à nouveau un propos, donc cette fois c'est Nicolas, Nicotelli, pardon, de Suisse, qui nous dit: Tabibian, c'est le genre de gars qui va encore nous parler du Covid en 2040, en disant fustiger l'autoritarisme du confinement en France, mais qui trouve que la Moscovie, qui agresse l'Ukraine, c'est OK, parce que c'est dirigé contre le mondialisme. Oui, très, très juste. Écoutez, bon, c'est assez difficile de faire un arbitrage entre ces deux tendances. Est-ce que vous auriez... Ah, les deux tendances, c'est, j'allais dire, être en colère contre le peuple et l'accueillir quand même, vouloir quand même créer du virage d'opinion. Si vous aviez une critique à adresser au peuple français, quelle serait-elle? Comment vous la formuleriez? Même une critique douce, hein, vous pouvez choisir le ton de la critique, mais vous la formuleriez comment?
Moi, je voulais juste répondre sur Zemmour. Ah oui, Je, pen- d'accord. je pense que, comment dirais-je, c'est bien, c'est même très bien de défendre l'héritage culturel et patrimonial chrétien de la France, de l'Europe, parce qu'il existe, il nous a constitués, il continue d'une certaine façon à nous inspirer. Mais pour ce qui est de la foi personnelle, elle est en déperdition dans tous les pays européens, et je dis bien tous les pays européens, y compris la fameuse Russie pseudo-traditionnelle, surtout la jeunesse. Donc, ça me semble pas très pertinent. Ça l'est d'autant moins que lui-même n'est pas de confession chrétienne. Donc, je sais pas trop à quoi il joue. Je pense qu'il faut valoriser l'héritage européen, que ce soit son versant chrétien, son versant paganisant, gréco-romain, celtique, etc. Mais ne pas se focaliser sur le Nouveau Testament et la papauté, quoi, pour faire simple. Je pense que c'est pas intelligent en 2025. Oui, j'ai Irène également qui me dit Z se trompe sur la foi. C'est très possible. Moi, il me semble que la foi favorise plutôt la communion. Elle peut évidemment donner une identité de facto, mais sa dynamique ne va pas tellement en direction de l'identité. L'identité, c'est quand même avant tout une distinction, une stratégie de distinction, et puis une distinction de fait. Nous ne sommes pas les autres. La foi n'a pas cette dynamique-là, elle a plutôt tendance à agréger l'autre, à l'inviter, et elle propose un salut. Donc, elle a une nature même, une nature qui est de nous envoyer vers le salut, enfin, en tout cas pour ceux qui sont croyants, qui implique une forme de prosélytisme, qui implique d'aller vers l'autre. C'est une ouverture à l'autre. Là où l'identité est tout de même une distinction. Donc, moi, ce qu'il me semble, c'est que la foi produit de l'identité lorsqu'on prend une photo de la foi. Mais lorsqu'on la regarde dans sa dynamique, voilà, du coup, c'est plus la même chose. C'est plus exactement de l'identité. C'est comme une rivière. Bon, bah, si on prend une photo, on a une petite idée, mais enfin, quand on la voit couler, on se rend plus compte de ce qu'elle est vraiment. Et à mon avis, la dynamique de la foi n'est pas identitaire. Je donne la parole, pardon. Tout à fait. Je te laissais finir, mais j'y songe, puisqu'en plus tu citais Céline tout à l'heure. Je ne sais pas si tu connais la chanson que Pierre Perret lui a consacrée, peut-être. Bon, ça s'appelle Ferdinand et ça se termine par ces mots. Mais tu sais, Ferdinand, si on en croit l'évangile, je cite hein, à peu près, les négros aussi vont au paradis. Bon, je pense Ah, que Pierre Perret, celui qui chantait la petite Lily, non, comment déjà? ouais, de Oui. Somalie. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien Ah oui, sûr. ça devait être le Pierre Perret des premiers temps, alors ça. C'est une chanson qui est un petit peu tardive, mais qui est bien dans son esprit. Voilà, il avait pas trop l'air de savoir que Céline, en bon misanthrope, était aussi très Oui. critique du christianisme. Mais je trouve que cette phrase de conclusion veut tout dire. C'est-à-dire que ça te pousse, les religions universelles, dont fait partie le christianisme, te poussent à fraterniser avec des gens qui sont pas du tout de ton peuple, et dans le même temps à t'éloigner potentiellement de quelqu'un qui partage ton ADN, mais pas ta foi. Et ça, c'est peut-être pas ce dont on a trop besoin aujourd'hui, quoi. Bon. Bien, je trouve que c'est une conclusion assez, j'allais dire oui, utile, assez lucide en tout cas. Chloé, est-ce que, bah oui, on s'approche de la conclusion, je n'ai pas vu le temps passer, excusez-moi. Chloé, est-ce que tu aurais un mot conclusif? Je ne sais pas si conclusif existe, mais j'avais envie de dire conclusif. Ça me paraissait un peu, ça faisait un télo. Je me suis dit, tiens, je vais dire ça. Ça fait un peu anglicisme, mais je crois que ça existe. Allez, un mot conclusif pour Chloé. C'est très bien Tu as... comme mot. En termes de conclusion, eh bien, le peuple, peut-il être sauvé ou non? C'était notre sujet. Peut-on sauver les lecteurs français? Je pense qu'on ne les sauvera pas tous, c'est évident. Ça dépendra, le nombre qu'on pourra sauver dépendra de l'ampleur de la catastrophe et de l'énergie qu'on aura à y consacrer. Je pense quand même qu'une partie peut en être sauvée. Et j'ai du mal à me détacher de cette croyance parce que je n'ai pas de pays ni de peuple de rechange. Comme le disait quelqu'un dans le chat, je crois que c'était Snoopy, on doit faire avec le peuple qu'on a. Voilà, moi j'en ai qu'un Oui. seul et c'est celui-là. Donc j'ai quand même envie de faire quelques efforts pour lui, même si mes efforts seront limités et circonstanciés.
Néanmoins, pour terminer sur ta question, tu parlais d'une éventuelle critique à adresser. Oui, évidemment que j'en ai des critiques, et ma principale critique serait envers ceux que j'appellerais les collabos du quotidien. Depuis toutes ces années, j'en ai vu beaucoup. Je ne vais pas faire l'outrage de les citer, mais tous ces gens qui activement se soumettent, voire luttent pour ce qui nous détruit, tous ces gens qui sont pourtant désormais des adultes fonctionnels forts avec toutes les cartes en main et qui pourtant se soumettent, ça me met toujours aussi en colère. Et eux, j'ai beaucoup de rancune envers eux. La rancune n'est pas un sentiment très sain, donc j'essaie de ne pas la cultiver, mais je ne peux pas m'empêcher de la ressentir. Eh bien, ces mots qui sonnent juste, enfin en tout cas dans mon oreille, je les trouve tout à fait pertinents et légitimes, seront les mots de la fin. Pour ma part, je dirais qui aime bien, châtie bien. Et si vous aimez quelqu'un, je crois que c'était Nietzsche qui disait quelque chose comme ça, si vous aimez quelqu'un, comment dire, ne faites pas preuve de trop de clémence avec lui. Un peu comme avec un enfant, quand on veut éduquer. Voilà. C'est ce qu'on disait. Il faut de la fermeté. Ouais. Eh bien, sur ces belles paroles, enfin, j'espère qu'il y a eu des moments de lucidité qui vous ont intéressé. Il me reste à vous remercier. Vous avez été très nombreux à nous écouter ce soir, donc je suis vraiment heureux d'avoir votre présence et votre participation. Vous avez fait beaucoup de commentaires. J'ai pris plaisir à lire et pour certains à mentionner. Donc voilà, vraiment, je tenais à vous le dire. Merci à vous tous et toutes. À tous, comme on dit parfois dans les Non, pitié. Non, si, c'est parce que j'avais entendu ça dans une conférence à la fête de l'UMA. C'est merci à tous. Je me suis dit ça, faut que je la replace. Moi, je connaissais tous. C'est pas mieux, mais voilà. C'est pas mal, ouais. Non, bon, je profite de ce petit interlude rigolo pour vous annoncer que la semaine prochaine, nous allons parler de self-défense dans le Grand Regain Blanc. Dimanche prochain à 19h, on parlera de self-défense, tout ce qui est afférent à ce sujet. Donc soyez nombreux parce que c'est, à mon avis, un sujet crucial, important. Savoir ce qui est efficace et surtout ce qui n'est pas du tout efficace, ce dont il faut se méfier. On va parler de tous ces sujets et puis, je l'espère, le Grand Regain Blanc suivant sera en direct sur YouTube et on va parler des échéances électorales de 2032. On va se projeter dans le futur pour essayer de deviner un petit peu ce qui nous attend, quels sont les scénarios qui nous attendent en 2032. Voilà, et là, cette fois, j'espère, en tout cas, on le fera sur YouTube. Merci beaucoup pour votre présence, c'était un peu on n'a pas vu passer le temps, donc j'ai un peu explosé le timing. Mais vraiment, je vous remercie de votre participation, à tous de votre présence. Merci Chloé. Merci du fond du cœur. Merci à Julien pour tes excellentes interventions. Je vous ai trouvés tous les deux brillants et je vous remercie du fond du cœur. Voilà. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Grand Regain Blanc. Portez-vous bien tous. Excellente semaine. Merci à tous. Bonne soirée. Salut Tim. Merci. Bye bye. Merci encore.